Donc, M. Rocher, vous avez été directeur de l'École de service social de 1958 à 1960. Vous avez aussi dirigé la revue Service social. Il serait intéressant que vous nous racontiez un certain nombre de souvenirs de cette époque que vous avez passée à l'Université Laval. La période évidemment, de 58-60, pour moi, c'est une période très active. Parce que le directeur de l'École de service social, devenant laïque, parce que là, je succédais au bon père Poulain, lequel d'ailleurs s'était complètement retiré. Je tiens à dire, le père Poulain n'intervenait plus du tout. Il m'avait dit, Guy, chez vous prenez la place et moi je disparais. Parce que c'était un homme très discret, le père Poulain, un homme assez timide et discret, mais avec une belle ironie que j'aimais beaucoup chez lui. Et alors il m'a dit, bon, je ne serai plus dans le portrait. Mais comme maintenant, c'était un directeur laïque, ça a fait que j'ai été beaucoup plus impliqué que lui dans la vie collective de Québec. Bon, je recevais régulièrement des invitations à aller faire une conférence à un groupe ou à un autre pour parler du service social, pour parler du Québec, pour parler de ce qu'on voulait. Donc, je me suis rendu compte que le poste de directeur de l'École de service social était un poste qui avait des antennes dans le milieu du service social. En dehors de Québec, d'ailleurs, parce qu'on m'invitait bien sûr à Tête-Feu, parce qu'on avait déjà d'anciens étudiants qui étaient installés à différents endroits et qui disaient, bon, ben, il y a un nouveau directeur, on voudrait l'entendre. Donc, ça m'a amené à une vie active, en plus de garder mon enseignement, bien sûr, de prendre la direction, il y a eu cette implication-là. Et puis, à l'époque, ce qui remplaçait ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est l'ancêtre de ce qui s'appelle aujourd'hui Centraide, c'était ce qui s'appelait religieusement le Conseil des œuvres. Parce que, ou Caritas? Non, c'était le Conseil des œuvres, oui, à Montréal et à Québec. Et le Conseil des arts à Montréal, à Québec, était présidé et animé par un curé qui était nécessairement un monseigneur. À Montréal, c'était Monseigneur Riendo. À Québec, c'était Monseigneur Giroux. Et ce Monseigneur Giroux tenait à ce que, au moins une fois par semaine, une fois par mois, pardon, nous déjeunions, nous mangions ensemble. Donc, ça faisait partie, ça aussi, de mon travail, de faire avec Monseigneur Giroux un tour d'horizon de ce qui se passait. Parce que, il faut dire que à cette époque-là, on était encore dans le monde religieux du service social. Hein. Les services sociaux dépendaient du diocèse. Dans chaque diocèse, l'évêque avait la main sur ses services sociaux. Et c'était les agences diocésaines. Des agences. Exactement, c'était ça. C'était diocésain, les agences diocésaines. À cause de cela, Monseigneur Giroux était important parce que c'est lui qui était, disons, le représentant de l'archevêque de Québec pour tous les services sociaux du diocèse de Québec et même des alentours en réalité, parce que le Conseil des œuvres allait chercher de l'argent aussi dans la région. Donc, finalement, bon, cette relation avec Monseigneur Giroux, ça faisait partie des obligations que j'avais parce que c'était, disons, ça faisait partie de l'engagement du directeur. Là. Et ça faisait partie du fait aussi que je relevais en quelque sorte de l'archevêque de Québec indirectement, hein, par l'université, par le Conseil des œuvres. Donc, c'est pas pour rien que mon cardinal Roy était venu me voir à Paris. C'est là que j'ai compris que je relevais de lui par différents... Ultimement, par différents cheminements, c'est ça. Et... Finalement, vous avez été là 2 ans. Finalement, j'étais là 2 ans et j'ai eu l'occasion d'avoir une grève sur les bras, une grève d'étudiants à un moment donné. Oui, parce qu'il y a une fille là, qui s'appelait Suzanne Blais, qui est devenue professeure. Et Suzanne Blais, elle avait du caractère. Et alors, à un moment donné, elle a moussé une grève contre un professeur en demandant que le professeur change sa pédagogie.
Alors là, voilà que pendant quelques jours, les étudiants ont grève. Et ça a marché, hein, les étudiants étaient en grève. Donc, c'était la deuxième année, moi, de ma direction. Ça m'a un peu perturbé. Alors donc, j'ai négocié avec les étudiants, voir ce qu'ils voulaient. Et puis, j'ai négocié avec le professeur en question pour voir comment il pouvait répondre à ce que les étudiants voulaient. Et le professeur était bien disposé en disant, bon, je comprends les étudiants, j'apprends avec eux, j'ai besoin d'apprendre encore, aidez-moi, aidez-nous. Bon. Donc, c'était un des moments difficiles, disons, mais finalement, bon, qui a fini par se régler. Le problème au global, je comprends que ça a été une expérience positive. C'était une expérience positive, je pense, pour le professeur et pour les étudiants et pour moi. Bien, vous savez, ma nomination comme directeur du département de l'École de service social était assez particulière parce que je n'étais pas travailleur social. J'enseignais la sociologie dans cette institution qui était la faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Et ce n'était pas dans mes projets de me lancer dans la direction du service social. C'est donc à la demande à la fois du père Lévesque et du doyen qui a succédé au père Lévesque, qui s'appelait Jean-Marie Martin, qui m'ont proposé cela en échange d'une année sabbatique en France. Il y a eu disons, une négociation. Parce qu'à ce moment-là, je voulais aller en France pour perfectionner mes méthodes de recherche en sociologie. Il y avait une équipe en France qui m'attendait pour un an, donc c'était la négociation. En partant pour la France, je savais qu'au retour, j'allais prendre la direction de l'école. Donc, en France, j'ai commencé à me préparer en prenant contact avec les travailleurs sociaux français, qui s'appellent les assistants sociaux en France, d'abord. Donc, en arrivant en France, après quelque temps, j'ai commencé par aller à un congrès des travailleurs sociaux qui avait lieu à Caen pour faire quelques rencontres, prendre quelques contacts. Et là, ça m'a amené à travailler à des recherches en service social, à la Caisse d'allocation familiale de France, où ils avaient accumulé beaucoup de données et ils étaient pris parce qu'il n'y avait personne pour travailler ces données-là de manière un peu rigoureuse. Bon, alors avec ma formation de sociologue, j'ai entrepris de travailler ça avec une équipe de travailleurs sociaux. C'était fascinant parce que j'entrais dans le monde du travail social. Et puis, j'ai eu l'occasion d'enseigner la sociologie dans une école de service social dans la banlieue de Paris. Et ça, c'était une belle expérience parce que c'était une école de service social qui était consacrée à la préparation de travailleurs sociaux pour les personnes âgées. Donc, j'ai donné un cours de sociologie, là. Et je me souviens encore de la directrice de cette école, qui était une femme formidable, s'appelait Madame Cheminet, et qui était magnifique. Et là, donc, quand je suis revenu, à l'été 1958, je prenais la direction. C'était pour moi un gros défi, parce que là, je passais du département de sociologie à l'école de service social, je passais du statut de professeur à celui de directeur. Et heureusement, celui qui m'a aidé beaucoup, c'est Jean-Marie Martin, le doyen. Parce que Jean-Marie Martin m'a dit, bon Guy, on va travailler ensemble et je vais t'aider à entrer dans l'équipe. Heureusement, je dois dire que l'équipe aussi était très accueillante pour moi. C'était Simone Paré, c'était Aïda Deneau, c'était Edgar Gay, c'était Claude Morin. Bon, alors, nous avions nos réunions régulières et Jean-Marie Martin a décidé de présider nos réunions au départ.
pour m'aider à entrer dans l'équipe, jusqu'à ce qu'un jour, au mois d'octobre, novembre, je ne sais plus, ils me disent, bon ben là, Guy, vous y allez, vous êtes installé. Vous savez, quand j'étais en France, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'un jour, comme je devais être directeur de l'école de service social prochainement, c'était au printemps 1958, je reçois un téléphone du cardinal Roy, qui était à Paris, et qui me dit, « Monsieur Rocher, vous allez être nommé par le conseil de l'université que je préside, en tant qu'archevêque, que je préside, vous allez être nommé directeur de l'école de service social. Je ne vous connais pas, j'aimerais vous connaître. Est-ce que vous pouvez venir me rencontrer? » J'ai dit, malheureusement, maintenant, je suis grippé, je suis chez moi, je ne peux pas sortir. Je viens vous voir, dit-il. Alors, le cardinal Roy arrive, moi j'avais ma famille, ma femme, 4 enfants. Là. On avait trouvé à Paris, ce qui était rare à l'époque, un logement pour loger une famille de 4 enfants. Et en plein Paris. Et alors, arrive le cardinal Roy avec une boîte de chocolat. Bon, aux malades, on apporte quelque chose. Et voilà que j'ai passé donc le test religieux, je dirais. Parce qu'à l'époque, il fallait bien s'assurer que j'étais de bonne mœurs. Bon, je ne sais pas ce qui a permis au cardinal Roy pendant une demi-heure de décider que j'étais nommable. Mais enfin, donc, ça fait partie de ma nomination. Là. Oui. Pour le séjour en France, à cet égard-là, était très utile pour moi parce que je suis entré dans une équipe du CNRS qui était dirigée par un grand sociologue, chercheur qui s'appelait Paul-Henri Chombard de Lauve. Et au moment où je suis arrivé en France, il commençait une recherche sur famille et habitation. C'était les nouvelles habitations à l'époque qui se développaient. On n'avait pas encore de tours à Paris, hein, ça n'existait pas. C'était le tout début des tours d'habitation. Et donc, Chombard voulait faire une recherche sur l'adaptation des familles à ce milieu. Donc, je suis arrivé au moment où la recherche commençait, donc c'était pour moi très profitable parce que j'ai participé à l'élaboration des questionnaires, j'ai participé à l'élaboration des codes d'entrevue. Et aussi, j'ai fait presque un mois d'entrevue à Nantes, dans la maison créée là par Le Corbusier, qui était une innovation à l'époque, une maison en hauteur, un immeuble en hauteur, avec une quarantaine, cinquantaine, peut-être plus que ça, de familles là, dans ce nouvel immeuble. Et donc là, pour moi, c'est... Et puis, après cela, j'ai participé à la rédaction de l'ouvrage, 2 tomes qui sont sortis de ce travail. Donc oui, c'était une expérience formidable parce que je dois dire que Chombard de Lauve m'a accueilli dans son équipe d'une manière très, pas paternelle, mais fraternelle, je dirais, et nous sommes restés amis tout le restant de nos jours. Monsieur Rocher, vous avez appuyé fortement la formation d'un ordre professionnel des travailleurs sociaux en 1960 par différentes actions, entre autres par une rencontre avec le ministre Paul Sauvé, par une présence en commission parlementaire. Qu'est-ce qui vous incitait à appuyer si fortement la création de cet ordre professionnel? À vrai dire, il y avait peut-être 2 ou 3 raisons, mais la première, c'était que on sentait bien que la profession de travailleur social avait besoin de s'implanter et d'avoir, disons, une légitimité plus établie. Parce que les psychologues jetaient de l'ombre sur les travailleurs sociaux. Vous savez, c'était pas... Les psychologues avaient une formation, disait-il, plus longue. Les psychologues avaient un ordre professionnel. Et donc, il y avait une question de statut professionnel qui n'était pas accordée suffisamment, clairement, aux travailleurs sociaux.
Ça, c'était une raison majeure, parce qu'on se disait, bon, j'étais en communication avec d'autres travailleurs sociaux qui étaient déjà dans le champ et qui disaient, oui, on a besoin de cela. Et la deuxième raison que nous avions, mais ça, c'était pas facile de le dire, c'était la décléricalisation aussi. J'imagine que c'était pas facile à dire. C'était pas facile à dire, non, il fallait pas dire ça, mais ça permettait de faire de l'ordre des travailleurs sociaux un ordre public, ayant maintenant une sorte de reconnaissance publique par le législateur québécois. Ça sortait donc du décor seulement religieux dans lequel le service social a grandi au Québec, diocésains, prêtres, beaucoup de curés, beaucoup de prêtres. Donc oui, c'était une raison, la deuxième raison que j'avais personnellement. Dans une analyse que vous avez faite dans les années 1960 sur les motivations étudiantes, qui étaient dans les programmes universitaires, vous avez fait ressortir beaucoup le côté utilitaire de leur formation. On peut se demander si est-ce que cet état de fait a évolué depuis ou non. Je pense que je peux me répéter, certainement. C'est toujours la tendance du système d'éducation, que ce soit au secondaire, technique, ou collégial, c'est la tendance utilitariste, l'utilitaire, et qu'on doit toujours continuer à contrecarrer par, disons, une conception humaniste, une conception du développement de la personne, parce qu'au fond, c'est ça qui va être important dans la vie aussi, c'est que la personne, comme personne, soit un plein développement intellectuel, cognitif, émotif, sensible, civique. Donc oui, et ça passe en second. Et surtout dans des facultés professionnelles, j'ai connu beaucoup dans le droit, parce que j'ai travaillé pendant 30 ans à la faculté de droit. Oui, donc oui. Et d'autant plus, je dirais que depuis 1980-90, nos sociétés contemporaines, nos sociétés surtout nord-américaines aussi, mais occidentales, sont devenues des sociétés marquées par le consumérisme, par la consommation. Et donc la consommation va avec l'utilitarisme, beaucoup, beaucoup. Ça a accentué la tendance à l'utilitarisme parce qu'on se prépare à l'université pour bien consommer, on se prépare pour faire de l'argent, pour pouvoir voyager, faire du tourisme commercial. Maintenant, on consomme du tourisme sans bon sens. C'est devenu la grande consommation. Et donc, la jeunesse qui est née dans l'après-guerre, elle est née dans une société qui a appris à consommer. C'est un travail collectif, je dirais, qu'il faut faire. C'est nous tous comme professeurs. Je pense que nous avons à rappeler, dans tous nos contacts avec les étudiants, que outre la formation professionnelle, il y a aussi une formation humaine, que ce sont des citoyens qui sont devant nous, de futurs citoyens. Le sens du civisme dans la démocratie, je pense que c'est très important de rappeler aux étudiants que nous avons la chance de vivre dans une démocratie. Et ça veut dire que nous avons la chance de vivre dans une société qui appelle notre sens des responsabilités individuelles et collectives. Et pour cela, il faut ne pas être que des professionnels centrés sur leur seule profession, mais il faut avoir une vision de la société, il faut avoir une culture politique, une certaine culture politique. Entendu politique dans tous les sens du terme, hein, une culture de la cité, si on peut dire, oui. Dans votre texte de réflexion sociologique sur le service social, vous avez insisté sur, d'une part, sur la difficulté
pour le service social de s'insérer dans notre milieu, mais d'autre part, sur la contribution qu'il pouvait y apporter par une vision évolutive, une vision psychosociale, par le leadership que le service social pouvait apporter par rapport à la reconnaissance des services sociaux et aussi par l'esprit démocratique que la profession véhicule comme telle. Est-ce que 60 ans plus tard, vous maintiendriez l'importance de ce sens-là et des valeurs que le service social peut apporter dans le contexte social? Oui, absolument, c'est certain. Le service social, pour moi, fait partie de cette grande révolution qui s'est produite au 19e siècle, au 20e siècle, c'est-à-dire de l'apparition des sciences humaines, des sciences sociales. La sociologie est née, la science économique, la science politique. Et le service social a émergé, mais avant la sociologie. Une partie de la sociologie est sortie aux États-Unis, par exemple, du service social. Et parce que le service social, à mon avis, est vraiment une profession qui est naturellement tournée vers le milieu social, vers les problèmes de la société. On est en contact dans le service social avec des faiblesses humaines, des faiblesses sociales, des failles dans la société. Et à cause de cela, le service social a un rôle de leadership sur la santé, non seulement la santé physique, mais surtout la santé, aussi la santé mentale et sociale d'une société, et sur sa santé nationale, je dirais, parce que tout ça est lié. Et donc, oui, pour moi, le service social doit continuer à s'exprimer. Il ne le fait pas assez, à mon avis. Il faut que le service social soit plus présent sur la place publique parce qu'il a quelque chose à dire que les sociologues ne peuvent pas dire, que les économistes ne peuvent pas dire. Il a quelque chose à dire parce que c'est une profession qui est très particulière en elle-même et qui doit être entendue. Son expérience, sa connaissance, sa compréhension de la société et des relations humaines doit être entendue. Les travailleurs sociaux sont, par exemple, très engagés dans le quartier, dans les coins de rue, de nos mégavilles maintenant, hein, bien sûr, et aussi dans les régions. Les travailleurs sociaux contribuent participent au développement régional, parce que les régions cela me frappe beaucoup maintenant avec les cégeps, avec l'Université du Québec dans les régions. Les travailleurs sociaux peuvent participer et doivent participer à tout ce développement politique, économique, culturel, social, dont les régions ont besoin et qui fait que les régions développent leur économie et que les jeunes restent dans les régions. C'est bien important maintenant parce que avant les cégeps et les universités en région, les jeunes quittaient les régions. Maintenant, c'est frappant de voir comment les cégeps et les universités en région permettent à des jeunes de rester en région ou de revenir en région. D'y rester. Et de participer au développement régional. Avec la loi de la protection de la jeunesse, on a assisté à ce que certains ont appelé une judiciarisation du travail social. Des années plus tard, on a vu aussi l'influence que tout le secteur médical pouvait avoir sur le travail social comme tel. Comment est-il possible pour le travail social de bien contribuer à une définition des orientations de ces champs-là? Oui, vous avez bien raison. C'est très marquant comment, au cours des dernières décennies, la judiciarisation d'un côté, avec
le pouvoir du droit, le pouvoir des notaires, des avocats, et puis de l'autre côté, la médicalisation avec le pouvoir des médecins. Oui, ça s'est inséré dans nos structures sociales d'une manière extraordinaire. Hein. Mais justement, je trouve que le rôle du service social à ce moment-là, c'est de nous rappeler ce qu'on peut appeler les déterminants sociaux de la santé et de la maladie. Parce que ça, c'est très important. Autrefois, on a fait beaucoup d'études là-dessus. Les déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire l'habitation, par exemple, les conditions de vie, les conditions de travail de la population, les loisirs et absence de loisirs dans la population et quels loisirs sont offerts. Hein. Tous les déterminants de stress de la vie moderne, au travail, situation économique, et puis aussi avec la vie familiale qui n'est plus si stable qu'elle ne l'a été autrefois traditionnellement. Hein. Nos ménages n'ont plus l'assurance de l'avenir, disons. Hein. On se sépare plus facilement. Donc, les conséquences, ce sont des déterminants sur la santé, parce que les séparations peuvent être traumatisantes pour ceux qui se séparent, particulièrement aussi pour les enfants, pour les adolescents. Donc voilà, la médecine ne se préoccupe pas des déterminants sociaux de la santé. Ça me frappe, moi, bon, à notre âge, ma femme et moi, nous sommes obligés de consulter des médecins. Aucun médecin ne nous demande si nous sommes bien chez nous, si nous avons un bon appartement, si nous sommes en sécurité. Aucun médecin, aucun médecin. L'essentiel, c'est que le cœur fonctionne bien, l'estomac réagit bien, et puis, les pilules, allez-vous-en. Non, donc, oui, non, malheureusement, donc, la médecine a besoin d'être complétée par tout ce qui est extérieur au corps. Je réfère ici à votre conférence que vous aviez donnée en 1993 au 50e anniversaire de l'École de service social, et vous aviez justement insisté sur la contribution réciproque que le droit et service social pouvaient avoir. Autrement, évidemment, le droit étant une profession avec une histoire extrêmement longue, si on compare au service social, mais vous aviez dit, il y a quand même des éléments où le service social peut apporter des contributions intéressantes en complémentarité au droit. Je me souviens de cela. Oui, oui. Et je pense que c'est ce que vous venez de dire aussi par rapport au domaine de la santé, lorsque vous parlez des déterminants sociaux. Oui, je me souviens d'un de mes collègues sociologues qui devait donner 15 heures de cours aux étudiants en chirurgie dentaire à l'Université de Montréal. Alors, il commençait son cours en disant « Vous allez passer 5 ans à étudier tout ce qu'il y a dans la bouche. Moi, j'ai 15 heures pour vous dire tout ce qui se passe en dehors de la bouche. » Je vais être les déterminants de la bouche. Comme vous le savez, l'École de service social est devenue l'École de travail social et de criminologie. On a donc deux sciences relativement jeunes, deux sciences qui sont interdisciplinaires dans un temps où l'interdisciplinarité est présentée comme quelque chose d'important, comme réponse aux besoins sociaux. Quel avantage voyez-vous et aussi quel défi à cette cohabitation universitaire? Je dois dire que quand j'ai pris connaissance du nouveau nom de l'école, ça a été un peu étonné parce que je ne m'attendais pas à ça. Et je l'ai appris tout récemment, au fond, en prenant connaissance du nom de l'école maintenant, qui est passé de service social à travail social, et en plus d'ajouter la criminologie.
Bon, bien sûr que il y a des fondements, je dirais, scientifiques à cette fusion, même pas une fusion, à cette cohabitation, plus exactement. Hein. Bon, d'abord, le service social et la criminologie ont ceci en commun d'être tous les deux interdisciplinaires, chacun de leur côté. En sociologie, en criminologie comme en service social, il y a de sociologie, il y a de démographie, il y a du droit, il y a de la médecine, etc. Et donc, ce sont deux disciplines déjà interdisciplinaires en elles-mêmes. Et je pense qu'elles sont de nature à cohabiter dans l'interdisciplinarité à cause de cela, plus peut-être qu'une autre discipline comme la sociologie ou la science économique qui sont plus nombrilistes en un sens sur elles-mêmes, oui. Et donc, je trouve que c'est un défi, cependant. J'imagine que quand on vit dans une école de travail social et de criminologie, qu'il y a là une cohabitation, ça peut être un défi à relever. Mais il y a quand même des liens profonds dans le sens où une partie de la criminologie, une partie des services sociaux et de la criminologie se rejoignent dans le fait qu'en service social, on peut être, dans certains quartiers, on peut être assez souvent près de la criminalité, près de la délinquance, de la prison, des familles dont le père de famille est en prison. Donc oui, donc il y a là, me semble-t-il, en effet, une certaine forme de cohabitation utile qui peut préparer à une approche plus réaliste chez les travailleurs sociaux de certains aspects du quartier, d'aspects plus de délinquance, de criminalité, de délit, de présence de la prison, de la police, etc. Oui, d'accord. Il a été quand même accepté que j'aille à Halifax pour une grande réunion qui se tenait là, de toutes les écoles de service social du Canada. Et nous sommes partis en voiture, moi au volant, avec Aïda Deneau et Simone Paré. Et nous sommes allés, on s'est arrêté en route parce que c'était loin, mais au final. Et à cette occasion-là, il commençait à être question de sortir de l'Empire américain, d'avoir une association canadienne de reconnaissance des écoles de service social. Ça se discutait. Et je me souviens que c'était un sujet délicat à cette époque-là, parce qu'il ne fallait pas faire de peine aux Américains, mais il ne fallait pas sembler vouloir nous éloigner d'eux. Il y avait eu des négociations. J'aimerais beaucoup vous entendre élaborer sur votre conception de l'enseignement universitaire en sciences sociales comme tel. Vous avez parlé de l'enseignement comme étant une vocation. Également, vous avez toujours, par vos actions, montré qu'il y avait le développement des connaissances et aussi l'action n'étaient pas des mondes séparés, mais des mondes qui avaient avantage à être réunis. Alors, si vous pouvez nous en dire un peu sur votre conception de l'enseignement universitaire en sciences sociales. Oui, c'est très intéressant le cas des sciences sociales à l'université parce que, tout d'abord, il est bien important que l'enseignement des sciences sociales soit rigoureux, qu'il ait ses bases scientifiques et qu'il travaille à bien enraciner ses fondements scientifiques. Donc, oui, parce que ce sont des sciences, donc il faut une rigueur méthodologique, il faut une rigueur théorique, il faut... Bon, oui, et ça, c'est un aspect important, je pense, de notre travail comme professeur et comme chercheur, parce que maintenant, depuis longtemps, nous sommes à la fois chercheurs et professeurs à l'université, et donc... il est important que dans les sciences sociales, nous fassions des recherches qui soient
scientifiquement valide et, comme on dit, probante. Bon. Avec conclusion probante. Bon, oui. Mais en même temps, le propre des sciences sociales, c'est quand même d'être impliqué, d'être forcément impliqué dans la vie de la cité. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on ne le soit pas. Je ne peux pas imaginer qu'on ne soit qu'enfermé dans son enseignement en sociologie ou en service social ou en anthropologie. Non, parce que nous avons, en tant que chercheurs en sciences sociales, une responsabilité particulière que d'autres scientifiques n'ont pas, c'est que nous avons une certaine vision qui nous est donnée du fonctionnement de la société, des problèmes de la société, que des médecins n'ont pas, que des avocats n'ont pas, je peux le dire, je le vois bien en droit, que des ingénieurs n'ont pas. Donc nous avons, nous, cette particularité de pouvoir dire, bien voilà comment évolue la société, voilà quels sont les rapports entre la culture et les structures dans notre société, voilà comment, quelles sont les dynamiques des pouvoirs dans nos sociétés, parce que nos sociétés sont faites de pouvoir. Et qui analyse les pouvoirs dans une société, si ce n'est les professionnels des sciences sociales, qui sont en mesure de voir le jeu des pouvoirs, le jeu des lobbies, le jeu des mouvements sociaux, l'importance des mouvements sociaux dans le changement. Parce qu'au fond, les sciences sociales, elles sont surtout portées vers le changement social. Nous sommes attentifs au changement social, nous participons au changement social par notre science, mais non seulement par notre science, mais par notre implication dans la société. Et donc, il y a là, je dirais, une sorte de gymnastique intellectuelle et éthique à faire, qui est de savoir être rigoureux dans nos salles de classe, et dans nos laboratoires de recherche, mais en même temps être capable d'avoir des rapports avec des agents de la société et de répondre à des demandes aussi, parce que on nous demande, on nous pose des questions. Que pensez-vous de? Que devrons-nous faire avec? Bon. Et alors donc, il y a là des interrogations auxquelles nous ne pouvons pas échapper, à mon avis. Donc, une double fonction. C'est une double fonction. Avec laquelle il faut composer. Exactement, c'est ça. C'est ce que j'appelle la gymnastique intellectuelle et éthique, parce qu'il y a une question d'éthique là-dedans, hein, parce que c'est savoir s'impliquer d'une manière qui soit raisonnée, mais en même temps qui soit en accord avec les émotions d'une situation. Si vous prononciez à l'automne 2019 le discours de la rentrée pour les étudiants en travail social et en criminologie, qu'est-ce que vous trouveriez important de leur dire? Eh bien, je pense que je leur ferai un discours sur la démocratie, parce que je leur dirais, nous avons l'avantage de vivre dans une démocratie, ce qui n'est pas donné à une grande partie de l'humanité. Mais nous avons l'avantage de vivre dans une société libre, où nous avons la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté d'association. La liberté d'association, elle est tellement importante, à mon avis encore plus importante que le reste, parce que c'est ce qui nous permet de créer des associations pour changer des choses, pour s'opposer à des choses, pour contrer le gouvernement s'il le faut, etc. Bon, le droit d'association, c'est justement ce qui est enlevé, ce que les pays totalitaires refusent de donner, le droit d'association. Mais nous, en tant que travailleurs sociaux, nous avons une responsabilité particulière dans la démocratie, c'est la recherche de la justice. Parce que la démocratie, elle est quand même fondée sur une justice sociale, c'est-à-dire égalité des chances pour tous.
pour éliminer tous les obstacles à la réalisation de soi dans la société. Que ce soit dans la lutte à la pauvreté, ce qui est très important, que ce soit lutte aux inégalités dans le système de santé, dans les systèmes sociaux, dans l'accès à l'éducation, dans l'accès à la justice. Donc oui, en tant que travailleur social, nous avons une grande responsabilité d'être les porteurs de l'esprit de la justice sociale. Mais si vous insistez, vous faites le choix de dire « je leur parlerai de démocratie », est-ce que c'est parce que vous sentez que cette démocratie-là est menacée actuellement? Je ne dirais pas qu'elle est menacée, mais elle n'est pas utilisée. Pour moi, la démocratie, en ce moment, elle est considérée comme un état de fait. Bon, nous vivons en démocratie. Mais la démocratie, c'est en même temps un projet constamment en marche. C'est-à-dire, c'est un projet de justice, c'est un projet d'égalité, c'est un projet de liberté, c'est un projet de solidarité. C'est d'ailleurs cet aspect du projet démocratique qui était vraiment au cœur de la Révolution tranquille. Si on a réussi à faire ce qu'on a voulu faire dans ces quelques années de la Révolution tranquille, c'est au nom de la démocratisation. C'est au nom du projet d'une société plus démocratique au Québec, moins élitiste, plus égalitaire, plus juste pour tous, moins exclusive des petites régions, etc. Bon. Et à mon sens, c'est ça la richesse de la démocratie et qui en ce moment est perdue de vue. Et c'est pour cela que je ferai un discours sur la démocratie. Il m'est arrivé encore récemment d'aller parler à des étudiants de cégep. Ma conclusion, c'était chers amis, vous avez la chance d'être nés dans une démocratie, puis j'espère que pendant le 21e siècle, vous allez vivre dans cette démocratie. Elle n'est pas menacée, mais elle est sclérosée en ce moment. Elle est faiblarde. Vous avez la responsabilité d'assumer. Je voyais que ça marchait. Les étudiants ont dit « c'est vrai ça, c'est vrai ». On venait m'en parler en disant ça. Vous avez eu raison de nous rappeler que la démocratie, si elle existe, c'est parce qu'il faut la faire vivre. Et c'est tout l'enseignement de Tocqueville. J'ai beaucoup lu et relu et utilisé parfois de Tocqueville, qui nous a fait découvrir la démocratie en 1830 d'une manière précisément vivante. La démocratie américaine, ce qui frappait Alexis de Tocqueville, c'était que ce qui la faisait marcher, c'était ce qu'il appelait les mœurs. Et ce qu'il appelait les mœurs, c'était les habitudes, les comportements. Et ce qui frappait de Tocqueville, c'était que chaque Américain faisait partie d'une association. Chaque Américain se préoccupait d'organiser quelque chose. Chaque Américain avait une cause. Eh bien, c'est ça la vitalité de la démocratie. Et d'ailleurs, je termine souvent mes conférences aux étudiants en disant « Je vais vous donner un secret pour être heureux. Ayez une cause, au moins dans votre vie. Ayez-en plusieurs, c'est encore mieux. Mais celui qui bénéficie plus de la recette de la cause, c'est celui qui porte la cause. On est encore plus heureux que ceux pour qui on travaille. Et c'est, à mon sens, une recette importante de bonheur. Et c'est dans une démocratie qu'on a l'occasion de poursuivre des causes auxquelles on veut se donner, à la différence de ceux qui vivent malheureusement dans des dictatures, dans des pays totalitaires, comme il y en a beaucoup trop encore dans nous. Est-ce qu'on aurait besoin d'une autre révolution tranquille? Oui, ça, à mon avis, oui. Ça serait fait, ça serait bien fait de faire. C'est pour bientôt? Bien, ça ne perce pas encore, mais ce serait, oui. J'espère qu'il va y avoir à un moment donné, comment dire,
une occasion, de provoquer le besoin d'une révolution tranquille. Une crise. Une sorte de crise, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si la crise climatique est suffisante ou s'il en faut d'autres, mais oui. Et une prise de conscience que si on veut que les choses changent, il faut s'en occuper. Et si on ne s'en occupe pas, d'autres s'en occupent. Et c'est pas toujours... Pas nécessairement pour le mieux. C'est pour le mieux, ou en tout cas, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Et ça, j'ai souvent l'occasion de le dire à des jeunes à qui je m'adresse. Je ne veux pas vous engager à faire de la politique, mais si vous n'en faites pas, d'autres en feront votre place. Mais il y a bien des manières de faire de la politique, cependant. C'est pas nécessairement en s'engageant dans un parti politique. Mais tout mouvement social fait de la politique. Et tout mouvement de quartier fait de la politique. Et faites-en, mais adoptez des causes. Vous verrez.